Monsieur, ce garçon a vécu avec moi à l'orphelinat. La voix de Teresa résonna dans le couloir du manoir comme un cri de guerre brisant le silence aristocratique que Robert Whitman chérissait tant. Le magnate de l'immobilier se figea devant la peinture ancienne accrochée au mur de son bureau. Son expression habituelle d'irritation, celle qu'il réservait à ses employés qui ne savaient pas rester à leur place, se transforma en un mélange d'étonnement et de panique mal dissimulée. Teresa Silva, 45 ans, femme de ménage depuis 6 mois dans ce manoir de 7 millions de dollars, n'avait jamais élevé la voix en présence de son patron. En réalité, Robert s'efforçait de la traiter comme un meuble, invisible, utile, jetable. « De quoi parlez-vous, bon sang ?» lança Robert en se retournant brusquement, le visage rouge d'indignation. « Et qui vous a donné la permission de crier dans cette maison ?» Le portrait représentait un petit garçon blond, d'environ 8 ans, le sourire angélique, vêtu d'habits coûteux. Une plaque dorée sur le cadre indiquait « À la mémoire de Michael Whitman, fils bien-aimé, 1985-1993 ». Teresa pointa la photo de sa main tremblante, le chiffon de nettoyage encore entre ses doigts. « Michael, c'est le nom qu'il utilisait à l'orphelinat Saint-Joseph, mais nous savions tous que c'était un mensonge. »« Vous délirez » grogna Robert en faisant un pas menaçant vers elle. « Mon fils est mort dans un accident de voiture à 8 ans. Vous n'avez aucun droit de parler de lui. » Mais Teresa ne recula pas. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit hésiter Robert pour la première fois. C'était le regard de quelqu'un qui garde un secret trop lourd pour être ignoré. Depuis 6 mois, elle avalait les humiliations quotidiennes, les plaisanteries sur ces gens-là, quand ils croyaient qu'elle n'écoutait pas, les commentaires sur la chance qu'ils avaient d'avoir un emploi, la façon dont ils baissaient le son du téléviseur lorsqu'il y avait des reportages sur les violences policières, comme si sa simple présence l'incommodait. Robert Whitman, magnate de l'immobilier de luxe, philanthrope de façade, politicien influent, veuf dévoué, honorant la mémoire de son fils disparu. Pour Teresa, un homme qui ignorait que son monde était sur le point de s'effondrer. « Michael n'est pas mort dans cet accident », dit Teresa d'une voix calme, forte de ses années passées à l'orphelinat, habituée à reconnaître les mensonges des adultes riches. « Il a été remis à quelqu'un comme une marchandise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert cligna des yeux plusieurs fois, incapable de traiter cette information impossible. Sa bouche s'ouvrait et se refermait sans émettre un son. Teresa observa sa réaction avec une satisfaction silencieuse. Pendant des mois, elle avait nettoyé cette maison, écouté cet homme parler de nettoyage urbain et d'éléments indésirables. Désormais, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Vous mentez », murmura Robert, mais sa voix avait perdu toute son autorité arrogante. Michael avait une cicatrice en forme de croissant sur le poignet gauche, continua Teresa sans pitié. Il parlait dans son sommeil d'un papa qui avait promis de revenir, mais ne revenait jamais, et il avait peur des hommes en costume. Robert chancela, s'appuyant sur la table en acajou. L'image parfaite de sa vie publique commençait à se fissurer comme du verre sous pression. Teresa esquissa un sourire, le premier en 6 mois de service dans cette maison. Mais ce n'était pas un sourire doux ou soumis, c'était celui d'une femme qui pouvait enfin abattre ses cartes. Si vous aimez cette histoire de justice et de révélation, abonnez-vous à la chaîne car ce que Teresa va découvrir sur l'accident de Robert montrera à quel point la vérité peut être la vengeance la plus dévastatrice. Robert Whitman sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais son arrogance parla plus fort que sa peur. En 40 ans passés à bâtir un empire immobilier fondé sur le développement urbain stratégique, joli euphémisme pour expulser les pauvres des quartiers rentables, il avait appris qu'attaquer le premier était toujours la meilleure défense. « Vous essayez de m'extorquer ?» Sa voix trancha l'air comme une lame. Une domestique inventant des histoires sur mon fils mort, c'est pathétique, même pour quelqu'un comme vous. Le quelqu'un comme vous sortit de sa bouche, chargé de tout le venin qu'il réservait d'ordinaire aux réunions municipales lorsqu'il parlait des éléments indésirables. Teresa ne bougea pas, mais ses yeux lancèrent un éclat qui fit instinctivement reculer Robert. 45 ans de vie lui avaient appris à reconnaître les racistes déguisés en philanthropes, et Robert Whitman en était le parfait exemple. « Monsieur Whitman, dit-elle avec un calme glacial qui réduisit son emportement à néant, Michael dessinait toujours la même maison à l'orphelinat, une demeure avec des colonnes blanches, un jardin avec une fontaine et un bureau aux bibliothèques jusqu'au plafond, exactement comme celui-ci. » Robert déglutit. La description était trop précise pour être une coïncidence. Pendant 6 mois, Teresa avait observé chaque détail, chaque photo, chaque appel téléphonique, pas par curiosité, mais par instinct de survie. Femme noire de 50 ans, orpheline depuis l'âge de 8 ans, elle savait que connaître ses oppresseurs était une question de vie ou de mort. Michael dessinait aussi un homme aux cheveux gris, portant des bagues en or, poursuivit-elle, le regard fixé sur la chevalière au doigt droit de Robert. Il disait que cet homme lui avait promis de revenir, mais trouvait toujours des excuses. Le visage de Robert se vida de tout son sang. Cette bague avait appartenu à son père et était devenue sa marque de fabrique. Sur chaque photo officielle, elle brillait fièrement à son doigt.
Assez de bêtises, s'écria Robert, mais sa voix monta dans les aigus. Mon fils est mort à 8 ans, dans un accident sur l'Interstate 75. J'ai identifié le corps moi-même, le corps d'un enfant brûlé au point d'être méconnaissable, répondit Teresa d'un ton calme, portant les vêtements exacts que Michael portait le jour de sa disparition. Elle marqua une pause, très commode, vous ne trouvez pas? Robert se figea. Ces détails n'avaient jamais été rendus publics. Comment une simple femme de ménage aurait-elle pu connaître l'état du corps ou les vêtements du garçon? Teresa observait le visage de Robert se décomposer, la panique s'y répandant lentement comme une tache d'encre. Pendant des décennies, elle avait porté seule le poids de la vérité sur Michael, non seulement sur sa véritable identité, mais aussi sur les circonstances sombres qui l'avaient conduit à l'orphelinat Saint-Joseph. Michael faisait des cauchemars chaque nuit, dit-elle d'une voix ferme, chaque mot taillé pour frapper plus fort. Il criait dans son sommeil, parlant d'hommes en costume qu'il avait forcé à monter dans une voiture noire. Il disait que son père lui avait promis que ce serait juste pour un petit moment le temps que la situation s'arrange. Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. Robert chancela jusqu'à son fauteuil en cuir italien, le visage livide, les mains tremblantes sur les accoudoirs. Il essayait désespérément d'assembler les morceaux d'une vérité qu'il refusait encore d'admettre. Teresa avait grandi dans le même orphelinat que Michael. Elle avait 8 ans de plus et s'était vite imposée comme sa protectrice, la grande sœur qu'il n'avait jamais eue. Nuit après nuit, elle avait serré dans ses bras le petit garçon qui pleurait en demandant quand son riche papa reviendrait le chercher. « Vous mentez » murmura Robert, mais sa voix n'avait plus aucune autorité. « Pourquoi ? Pourquoi avoir attendu 6 mois pour dire cela ?» Teresa esquissa un sourire, pas doux, pas compatissant, mais celui d'une femme qui tenait enfin les cartes depuis trop longtemps. « Parce que je devais être absolument sûre de qui vous étiez réellement, monsieur Whitman, » répondit-elle, « et parce que je devais rassembler les bonnes preuves. » Elle marqua une pause. Michael n'est pas mort dans cet accident. Il a grandi, il est devenu un homme, et il a vécu une vie que vous n'avez jamais voulu connaître. Robert bondit, pointant un doigt tremblant vers elle. « Sortez de chez moi. Vous êtes renvoyé. Et si vous répétez ces mensonges à quiconque, je vous poursuivrai pour diffamation. » Teresa ne bougea pas d'un millimètre. Au lieu de cela, elle sortit lentement une enveloppe jaunie de la poche de son tablier. « C'est drôle que vous parliez de procès, monsieur Whitman, dit-elle d'une voix posée. Après 40 ans à bâtir des immeubles de luxe sur des quartiers détruits, peut-être est-il temps que quelqu'un vous poursuive. Vous. » L'enveloppe contenait quelque chose qui fit écarquiller les yeux de Robert d'une terreur absolue. Des photos, des documents et une lettre écrite de la main d'un enfant adressée à « papa » qui a promis de revenir. Chaque humiliation subie, chaque remarque raciste ou condescendante n'avait fait qu'alimenter la flamme de justice que Teresa préparait depuis bien plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Ce que cet homme privilégié ignorait, c'est que chacune de ces insultes signait sa propre condamnation. Teresa Silva n'était pas une simple femme de ménage qui avait reconnu une photo par hasard. Elle était la seule survivante qui connaissait toute la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Michael Whitman et sur les crimes commis par Robert pour dissimuler cette vérité. Robert arracha violemment l'enveloppe des mains de Teresa et parcourut fébrilement le contenu. Ce qu'il vit le fit chanceler, comme frappé en plein ventre. La première photo montrait un jeune homme d'environ 25 ans, indéniablement Michael, travaillant dans un garage. La seconde le montrait en uniforme de secouriste. La troisième, en blouse blanche, tenant un diplôme d'infirmier et souriant aux côtés d'une femme noire âgée que Robert reconnut aussitôt. « Teresa ?» ?»« Impossible, balbutia-t-il. Ses mains tremblaient. « Ces photos sont fausses. Vous avez tout fabriqué. » Teresa sourit d'un calme si glacé qu'il fit courir un frisson dans le dos de Robert. Pendant 6 mois, elle avait enduré toutes ces remarques racistes, tous ces regards hautains, toutes ces leçons de gratitude sur les gens comme elle. Tout cela pour arriver à ce moment précis. Michael a obtenu son diplôme d'infirmier à 23 ans, dit-elle simplement, sortant un vieux téléphone de sa poche. Il s'est spécialisé en soins palliatifs. Ironique, n'est-ce pas ? Le fils que vous avez abandonné à la mort a consacré sa vie à soulager celle des autres. Robert dut s'appuyer à la table pour ne pas tomber. Abandonné, je n'ai jamais... Mon fils est mort dans un accident. Teresa hocha lentement la tête. Michael est mort, oui, monsieur Whitman, mais il est mort à 8 ans, le jour où vous l'avez remis à ces hommes pour effacer vos dettes de jeu. Elle marqua un silence dramatique. L'enfant qui a grandi à l'orphelinat n'était qu'un petit corps brisé, cherchant à comprendre pourquoi papa ne revenait jamais. La vérité s'abattit sur Robert comme une avalanche. Ses jambes cédèrent, il s'effondra dans son fauteuil, le visage d'une blancheur cadavérique. 30 années de mensonges savamment construits venèrent de s'effondrer en quelques minutes. Teresa le regarda sans triomphe cette fois, seulement avec une fatigue profonde. Elle n'était pas seulement la femme de ménage qui avait reconnu une photo.
Elle avait été infirmière en chef à l'hôpital Saint-Vincent, le même où Michael avait travaillé durant les 5 dernières années de sa vie avant de mourir dans un véritable accident, en tentant de sauver des victimes d'incendie. Michael m'a tout raconté avant de mourir, poursuivit Teresa d'une voix calme et tranchante. Il m'a parlé de l'homme en costume qui lui avait dit que ce serait temporaire, de ses pleurs quand il vous a vu partir, et de votre promesse de revenir quand tout irait mieux. Robert voulut parler, mais seul un gémissement sortit de sa gorge. Tout avait été planifié depuis longtemps. Son embauche dans cette maison n'était pas un hasard. Le docteur James Fletcher, avocat spécialisé en droits humains et vieil ami de Michael, avait aidé Teresa à enquêter sur Robert Whitman pendant 2 ans. Fletcher avait découvert que Robert avait perdu la fortune familiale dans des jeux illégaux en 1985. Désespéré et endetté jusqu'au cou auprès d'hommes dangereux, Robert Whitman avait accepté une proposition diabolique. Livrer son propre fils à un réseau de trafic d'enfants en échange de l'effacement de ses dettes et d'un prêt pour repartir à zéro. L'accident de voiture fut mis en scène. Le corps calciné appartenait à un orphelin mort dans un incendie au même moment. Robert utilisa ses contacts politiques pour accélérer l'identification et clore l'enquête, évitant toute vérification supplémentaire. « Vous voulez de l'argent » demanda Robert d'une voix étranglée. « Je peux payer n'importe quelle somme. 10 millions, 20, autant que vous voulez. » Teresa éclata d'un rire froid, un son glacial qui fit reculer Robert dans son fauteuil. « De l'argent » Elle secoua lentement la tête. « Monsieur Whitman, vous ne comprenez toujours pas. Michael est mort en croyant que son père l'avait abandonné par honte. Il est mort sans savoir que vous aviez bâti un empire sur le mensonge de sa mort. Il est mort pauvre, seul, occupé à soigner des inconnus, parce qu'il n'a jamais réussi à fonder sa propre famille. » Robert voulut se lever, mais ses jambes refusèrent de le porter. « Que voulez-vous alors » balbutia-t-il. Teresa s'avança vers la bibliothèque et saisit un cadre doré. Une photo montrait Robert recevant un prix de la ville. Philanthrope de l'année, entouré d'enfants orphelins que son entreprise avait symboliquement adoptés. « Je veux que vous ressentiez exactement ce que Michael a ressenti, » dit-elle en jetant le cadre au sol, le verre éclatant en 1000 morceaux. L'abandon, l'humiliation, le désespoir. Elle marqua une pause, et surtout, je veux que tout le monde sache qui est vraiment Robert Whitman. Elle sortit alors un deuxième téléphone, moderne, professionnel. Sur l'écran clignotait une icône rouge d'enregistrement en direct. « Cette conversation est retransmise en direct au docteur Fletcher », annonça-t-elle calmement. « Et il enregistre chaque mot pour le procès que nous allons intenter contre vous. Pas seulement pour abandon de mineurs et falsification de documents, mais aussi pour participation à un réseau de trafic d'enfants. » Le monde sembla tourner autour de Robert. Pendant 6 mois, il avait déversé son arrogance et son racisme sur Teresa, sans jamais imaginer que chaque mot était enregistré, classé, archivé. Chaque insulte, chaque ordre humiliant, chaque plaisanterie sur « les gens comme elle », tout était prêt à anéantir sa réputation bâtie sur 3 décennies de mensonges. « Vous avez tout planifié » murmura Robert, comprenant enfin l'étendue du piège. « Le docteur Fletcher et moi y travaillons depuis 2 ans », confirma Teresa sans trembler. « Chaque document, chaque preuve, chaque témoignage. Michael est mort sans connaître la vérité, mais le monde entier, lui, la connaîtra. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin parfaitement entretenu. Pendant 6 mois, elle avait nettoyé chaque recoin de cette maison construite avec de l'argent sale, écouté Robert se vanter de ses actions philanthropiques, tout en la traitant comme du mobilier jetable. « Le docteur Fletcher a déjà déposé des plaintes pénales contre vous, » poursuivit-elle sans se retourner, « et il a transmis toutes les preuves au procureur fédéral, au service des impôts et à des journalistes d'investigation de 3 chaînes de télévision. » Le téléphone de Robert se mit à sonner, puis un autre, puis encore un. Teresa esquissa un sourire. Elle reconnaissait parfaitement les signes d'un scandale sur le point d'éclater. « Vos avocats essaient sûrement déjà de vous joindre, » dit-elle en se retournant lentement. « Dommage, vous êtes un peu occupé à discuter avec une simple femme de ménage. » Robert voulut saisir l'un des téléphones, mais Teresa fut plus rapide. Elle attrapa le combiné, le laissa tomber volontairement au sol, le plastique éclata. « Michael disait toujours que la vérité finit par sortir », ajouta-t-elle en écrasant les débris du pied. « Il avait raison. Il aura fallu 30 ans, mais l'heure est venue pour vous de payer chaque larme qu'il a versée en attendant un père qui ne reviendrait jamais. » Pendant un instant, en regardant Robert Whitman, magnate respecté, philanthrope décoré, politicien influent, s'effondrer devant une femme noire qu'il avait traitée comme une moins que rien, Teresa sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de Michael. La douce satisfaction de voir la justice enfin rendue. Mais Robert ne savait pas encore que cette humiliation publique et ses poursuites n'étaient que le début.
Teresa et le docteur Fletcher avaient découvert bien davantage sur les affaires de Robert Whitman, et ce qui allait être révélé ferait du scandale de l'enfant disparu un simple amuse-bouche avant le véritable festin de justice. Les téléphones continuèrent de sonner sans relâche, tandis que Robert, les mains tremblantes, essayait de contacter ses avocats. Chaque appel manqué était un clou de plus dans le cercueil de sa réputation soigneusement construite. « Vous n'arrivez pas à les joindre ?» demanda Teresa avec une fausse douceur, le regard amusé. Dommage, peut-être qu'ils sont trop occupés à regarder la diffusion en direct. Robert finit par composer le numéro de son bureau. Messagerie vocale, son assistante personnelle, messagerie vocale, mais son comptable, messagerie vocale. Tous ces numéros, qui pendant des années avaient résolu ses problèmes, le rejetaient à présent comme un paria. Le docteur Fletcher a été très intelligent, continua Teresa en sortant une petite clé USB dorée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas seulement rassemblé des preuves sur Michael. Elle fit tourner la clé entre ses doigts. Il a enquêté sur toute votre carrière de philanthrope et d'homme d'affaires exemplaire. Robert cessa de bouger. Ses yeux restèrent fixés sur la clé, comme s'il regardait une bombe prête à exploser. 47 familles expulsées illégalement de leur maison en 2018, énuméra Teresa froidement. Documents falsifiés pour accélérer les projets de gentrification, corrompre 3 conseillers municipaux pour faire approuver des projets dans des zones protégées, blanchiment d'argent à travers la fondation créée en mémoire de Michael. Chaque accusation frappait Robert comme un coup de feu bien ajusté. Pendant des années, il avait utilisé la fausse mort de son fils comme bouclier émotionnel à ses crimes, créant une fondation de façade qui détournait des fonds publics destinés aux orphelins. Une ironie cruelle qui, désormais, se retournait contre lui comme un serpent venimeux. « Impossible !» balbutia Robert. Sa voix n'avait plus rien de l'assurance arrogante d'autrefois. « Ces informations sont confidentielles, personne n'a accès à ces dossiers. » Teresa esquissa un sourire, non pas doux ni compatissant, mais celui d'un prédateur ayant enfin acculé sa proie. Michael ne s'est pas contenté de mourir en tant qu'infirmier, monsieur Whitman. Elle marqua une pause. Durant les 2 dernières années de sa vie, il a travaillé comme consultant bénévole pour le docteur Fletcher, aidant à enquêter sur des institutions qui détournaient les dons destinés aux orphelins. Son regard devint plus perçant. Et votre propre fondation était la principale cible de son enquête. Le monde de Robert s'effondra complètement. Le fils qu'il avait vendu pour sauver sa peau avait consacré les dernières années de sa vie à enquêter sur les crimes de son propre père. Michael a découvert que vous voliez l'argent destiné à des enfants comme lui, continua Teresa d'un ton tranchant. Des enfants abandonnés, oubliés par le même système qu'il a englouti le jour où vous l'avez livré comme un produit. Robert tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. La révélation que son fils était mort en sachant parfaitement qui il était et qu'il avait choisi consciemment de le détruire acheva de briser son esprit. Sur le bureau, l'ordinateur portable de Robert, resté ouvert, se mit à clignoter sous une avalanche de notifications. Message du conseil d'administration, courriel d'investisseurs furieux, alerte de presse mentionnant son nom. Teresa s'approcha de l'écran et le tourna lentement vers lui. Le titre s'étalait en lettres noires. Un magnate de l'immobilier a vendu son propre fils pour rembourser ses dettes de jeu. Une vidéo exclusive révèle des décennies de crimes. En dessous, une vidéo déjà visionnée plus de 50 000 fois en 20 minutes montrait Robert en train d'avouer toute l'histoire à Teresa, croyant parler à une simple femme de ménage. « Saviez-vous que votre fondation a un compte Twitter ?» demanda Teresa d'un ton faussement léger en faisant défiler la page. Plus de 200 000 personnes ont vu la vidéo où vous traitez les orphelins d'éléments indésirables et parlez de nettoyage urbain. Très inspirant pour un lauréat de prix philanthropique. Robert voulut refermer l'ordinateur, mais Teresa fut plus rapide. Elle lui attrapa le poignet avec une force inattendue pour quelqu'un qui l'avait toujours sous-estimé. « Depuis 6 mois, les actions de votre société ont chuté de 60%, continua-t-elle, désignant les graphiques rouges à l'écran. 6 investisseurs majeurs se sont déjà retirés. Le maire a annulé le contrat du projet immobilier de 500 millions et, oh, ajouta-t-elle avec un sourire ironique, le fisc a gelé tous vos comptes bancaires. » Robert fixait l'écran, horrifié. Des décennies de travail, une fortune estimée à 800 millions de dollars, une réputation politique solide, tout s'évaporait sous ses yeux, comme de la fumée. La sonnette retentit. Teresa marcha calmement vers l'interphone. « Allô ? Oui, ils peuvent entrer. Monsieur Whitman les attend. »« Qui ? Qui entre ?» demanda Robert, paniqué. « Le FBI, le fisc et 2 inspecteurs de la police civile, répondit-elle joyeusement. Le docteur Fletcher a été très efficace. Tous les mandats étaient prêts avant même que je commence à travailler ici. » Robert comprit enfin toute l'ampleur du piège. Pendant 6 mois, il avait versé son mépris sur une femme qui n'était pas seulement le témoin de l'enfance perdue de Michael, mais aussi un agent infiltré dans une enquête fédérale complexe, planifiée par le fils même qu'il avait abandonné. « Pourquoi ?» murmura-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi Michael m'a-t-il fait ça ?» Teresa s'arrêta devant le portrait du petit garçon au mur, le seul objet intact dans la pièce ravagée.
Son regard s'adoucit. « Parce que vous ne l'avez pas seulement livré, monsieur Whitman, dit-elle doucement. Vous avez livré l'espoir d'un enfant. Vous lui avez appris que l'amour pouvait se vendre, que la famille était jetable, que les promesses n'étaient que des mots vides. » Le hurlement des sirènes approchait. Teresa sortit un dernier objet de sa poche, une lettre jaunie, écrite d'une main enfantine. « Michael a écrit ceci à 10 ans à l'orphelinat, dit-elle en la posant sur la table. Il voulait que je vous la donne si un jour je vous retrouvais. » D'une main tremblante, Robert ouvrit la lettre. Les mots, tracés au crayon de couleur, le transpercèrent comme des lames. « Papa, je crois encore que tu viendras me chercher. Les gens ici disent que tu m'as oublié, mais je sais que tu es juste occupé. Quand je serai grand, je veux aider d'autres enfants comme moi à retrouver leur famille. Et je veux te montrer que je suis devenu un homme bien. Même loin de la maison, je t'aime quand même. » Michael Robert éclata en sanglots, réalisant enfin qu'il avait perdu bien plus que de l'argent ou une réputation. Il avait perdu la chance de connaître l'homme extraordinaire que son fils était devenu, malgré tout ce qu'il lui avait fait. Les sirènes s'arrêtèrent devant le manoir. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir de marbre qu'il avait autrefois parcouru en roi et qu'il traversait maintenant en criminel vaincu. Teresa observa par la fenêtre tandis que Robert Whitman, l'un des hommes les plus puissants de la ville, était escorté en menottes vers la voiture de police. Sur les trottoirs, les voisins curieux filmèrent la scène, immortalisant la chute spectaculaire de celui qui, pendant des décennies, avait cru que la justice ne le rattraperait jamais. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Car Michael Whitman avait laissé bien plus que des lettres et des enquêtes. Il avait laissé un testament, un document qui allait à jamais changer le destin de chaque enfant orphelin de la ville et réécrire complètement l'héritage que Robert croyait avoir bâti. Un héritage désormais redéfini par les mains du fils qui n'avait jamais cessé d'aimer le père qu'il avait abandonné. 6 mois plus tard, Teresa Silva arpentait les couloirs du nouveau centre Michael Whitman d'aide aux enfants disparus, inauguré grâce aux 20 millions de dollars que Robert avait été contraint de verser en compensation pour crimes contre l'humanité. Robert Whitman, désormais condamné à 17 ans de prison fédérale, avait tout perdu. Son entreprise avait fait faillite, ses biens avaient été vendus aux enchères et ses alliés politiques l'avaient abandonné comme un pestiféré. Même son compte Twitter avait été transformé en mémorial pour les enfants qui l'avaient blessé. Le docteur Fletcher sourit en voyant Teresa inspecter les derniers détails de l'inauguration. « Michael serait fier, dit-il, montrant la plaque dorée à l'entrée où figurait une photo du jeune infirmier, souriant au milieu d'enfants orphelins. Il a toujours dit qu'il changerait le monde, répondit Teresa les yeux humides. Je ne savais simplement pas qu'il le ferait même après sa mort. En seulement 6 mois, la fondation avait permis de réunir 47 enfants avec leur famille. Le système de recherche, développé avec l'argent de Robert, était révolutionnaire. Il croisait en temps réel les données des hôpitaux, orphelinats et rapports de police. Teresa en était devenue la directrice exécutive, sa double expérience d'orpheline et d'infirmière faisant d'elle la personne idéale pour poursuivre la mission de Michael. Chaque enfant retrouvé était une victoire contre des hommes comme Robert Whitman. En prison, Robert ne recevait plus qu'une seule visite par mois, celle de sa sœur, venue uniquement lui rappeler qu'il avait détruit le nom de leur famille. Ses codétenus savaient parfaitement qui il était, un homme ayant vendu son propre fils, et ils le traitaient avec le mépris qu'il méritait. Lors de la cérémonie d'inauguration, un journaliste demanda à Teresa si elle éprouvait de la pitié pour Robert. Elle eut le même sourire que celui du jour où elle avait ruiné sa vie. « De la pitié ?» répéta-t-elle calmement, « j'en ai pour les enfants qu'il a fait souffrir. Robert a eu 30 ans pour faire le bien. Michael n'a eu que 25 ans de vie pour réparer les erreurs de son père. Le dernier acte de Michael avait été de laisser des instructions précises sur la manière d'enquêter sur sa mort si un jour il lui arrivait quelque chose, car l'accident qui l'avait tué n'en était pas un. Robert avait engagé des hommes de main pour faire taire le fils qui menaçait d'exposer ses crimes. Mais Michael savait que Teresa tiendrait sa promesse. Dans sa dernière lettre, il avait écrit « Si tu lis ceci, alors la justice a enfin été rendue. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Ce jour-là, en regardant les familles s'enlacer dans le centre portant le nom de Michael, Teresa comprit enfin « La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé, mais de construire quelque chose d'assez fort pour qu'on ne puisse jamais oublier pourquoi tu t'es battu. » L'histoire de Robert Whitman devint un cas d'école dans les universités, illustrant comment l'orgueil et le racisme peuvent détruire des vies. L'histoire de Michael Whitman devint un symbole d'amour véritable, capable de survivre à tout abandon. Et Teresa Silva prouva que parfois, la simple femme de ménage qu'on méprise peut être celle qui détient les clés de votre rédemption ou de votre destruction. Michael nous a appris que la famille, ce n'est pas le sang, mais ceux qui restent quand le monde entier t'abandonne. Et parfois, la justice prend les traits d'une femme humble qui n'oublie jamais une promesse faite à un enfant orphelin.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à Histoires qui guérissent pour découvrir d'autres récits de personnes qui ont transformé l'injustice en espoir et l'abandon en amour inconditionnel.